Donc, en attendant les diapositives, donc le thème de ce symposium ANRS-AFEV, c'est l'élimination des hépatites en 2030. Hein, je rappelle Je rappelle très brièvement la définition de l'élimination des hépatites. L'élimination des hépatites, ce n'est pas une éradication. C'est défini par le fait d'obtenir une diminution de 90% de l'incidence donc des nouveaux cas et de 60% de la mortalité. Et vous voyez bien qu'on fait déjà référence aux comorbidités éthyliques et métaboliques qui ont déjà fait l'objet de nombreuses discussions depuis le début de ce congrès. Donc la question concernant les éliminations des hépatites dans ce symposium, c'est quelles sont les recherches qui sont nécessaires, quels sont les chercheurs dont on a besoin et quelles sont les complémentarités à créer ou à optimiser pour essayer d'améliorer ces conditions d'élimination des hépatites. Donc là, ici sont les diapositives. Voilà. Voilà, donc nous avons le plaisir d'être avec Barbara Testoni, qui travaille à l'unité 1052 à Lyon, avec Victor qui travaille à l'hôpital Haut-l'Évêque en hépatologie à Pessac, et avec Pascal Melin qui est pathologue et également président de l'association de patients SOS Hépatite et maladies du foie. Voilà. Alors, concernant le fonctionnement de ce symposium, vous avez l'impression qu'en fait c'est nous qui travaillons, mais non, en fait ça va être vous. Et donc on va vous faire voter. Le but, c'est d'essayer d'identifier les thématiques que vous pensez les plus importantes à travailler et éventuellement également les besoins non remplis. Donc vous allez voir un certain nombre de diapositives sur lesquelles vous allez pouvoir voter. Et donc je vais peut-être laisser la parole d'abord à Barbara. Là j'ai un bouton, il veut mettre « Lancer le vote ». Pas Pardon ? maintenant, on lance, il y a marqué « Lancer le vote ». Est-ce que je lance tout de suite ou après ? Lançons le vote. Donc vous pouvez je lance voter... le vote. Hein. Je ne sais pas comment il faut faire, mais je lance le vote. Voilà. Donc vous pouvez voter avec l'application AFEF sur les 5 thématiques que Barbara a proposées pour l'hépatite B. Et ensuite, ce seront les principales, ce seront les thématiques que vous pensez les plus intéressantes qui vont être abordées. On fera la même chose pour le C et pour le D. Il y a 4 votes. Vous avez été... Est-ce qu'on pourrait peut-être recommencer le vote ? Je pense qu'ils n'avaient pas l'application encore. Est-ce que c'est possible ou pas ? Sinon, c'est 100% là, quand même. C'est formidable. Parce que, moi, j'ai les réponses à gauche. Est-ce qu'on peut relancer le vote ou pas ? Oui, non Peut-être. Je reviens en arrière, c'est ça ? Voilà, attention, ça va. Là, vous êtes prêts ou pas ? Voilà. On y va, hein. Prêt ? 3, 2, 1, je lance. Formidable. Bravo. Bonjour à tous. Donc, merci d'avoir répondu à cette petite enquête qui nous permet de lancer un peu la discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ce sera avec plaisir. Donc, il y a plusieurs choses à évaluer quand on pense... je peux rester sur la diapo, s'il vous plaît ? Ce serait pas mal. Super, merci. Donc, alors, bien évidemment, la réponse qui a eu plus de succès, c'est améliorer le dépistage. C'est en priorité au niveau mondial et prévu dans les guidelines de la World Health Organization. Et bien évidemment, aller vers les pays où l'incidence de l'hépatite B est endémique et améliorer tous les enjeux qui sont des enjeux aussi sociaux, qui sont des enjeux de ressources aussi pour ces pays et aussi des sensibilisations à la fois des populations et aussi des gouvernements. Donc ça, c'est bien évidemment une priorité mondiale qui va solliciter les cliniciens, les gouvernements, les populations, tous ceux qui travaillent dans le sociétal aussi, mais aussi les chercheurs pour améliorer les tests, pour les rendre plus simples, pour les rendre plus efficaces. Donc après, selon les votes, il y avait aussi une petite minorité entre vous qui souhaitaient avoir des marqueurs virologiques prédictifs de guérison
et aussi des traitements pour la guérison. Donc ça, c'est super important. Donc de mon point de vue des chercheurs des recherches fondamentales et translationnelles, il y a en ce moment vraiment un gros effort du côté de nos chercheurs pour aller vers le développement des traitements de guérison. Pourquoi ? Parce que c'est fondamental de permettre à ces patients d'avoir l'accès à des traitements qui aient une durée déterminée et pas des traitements qui doivent prendre à vie et qui donc leur donnent l'impression de n'être jamais guéris. Donc d'avoir toujours une infection, une maladie qui est là et qui les stigmatise parfois de façon très forte, même dans des pays développés comme par exemple l'Australie. Donc c'est fondamental de pouvoir permettre à ces patients d'avoir des traitements à durée déterminée qui permet sinon l'éradication totale du virus, mais au moins l'élimination d'un virus actif dans leur foie. Ça, qu'est-ce que ça signifie ça ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça, pour permettre à ces patients de guérir ? Donc il nous faut des traitements beaucoup plus efficaces de ce qu'on a aujourd'hui, qui sont bien sûr efficaces dans le maintien et dans le contrôle de la réplication, mais dans le foie de ces patients, les virus continuent à répliquer. Donc les petites molécules d'ADN qui est dans le foie continuent à produire des ARN, continuent à être actifs, et donc c'est ça que nous devons éviter. Et pour faire ça, on a besoin d'évaluer si ces traitements sont capables de le faire. Donc il nous faut aller regarder dans les foies de ces patients qu'est-ce qui se passe pendant les nouveaux traitements, et ça, c'est pas toujours simple. Donc on a de nouveaux outils qui nous permettent d'éviter la biopsie, qui est un traitement invasif que personne ne voudrait faire aux patients. On a les fine needle aspirates qui sont en train d'être évalués, qui sont très prometteurs, qui sont beaucoup moins invasifs, qui peuvent être utilisés dans les proof de concept des clinical trials. Et aussi, on a des marqueurs virologiques et j'espère, en espérant tous aussi, des marqueurs de l'immunité, de la réponse immunitaire des patients qu'on pourrait suivre dans les sérums de ces patients. Donc on en a des très prometteurs, mais qui sont encore en cours d'évaluation et qui ont besoin d'être évalués dans des cohortes de patients beaucoup plus larges et dans des patients beaucoup plus hétérogènes. Mais pour faire ça, on a besoin de corréler ces marqueurs sériques et plasmatiques à ce qui se passe dans le foie de ces patients. Donc, on a des marqueurs comme l'ARN circulant de ces patients, du virus. On a des marqueurs comme les correlated antigen. Et on est vraiment dans l'attente. La communauté des immunologistes qui travaillent sur HBV travaille vraiment très, très dur pour trouver un marqueur aussi qui nous permet d'évaluer la réponse immunitaire de ces patients. Et pourquoi cette réponse immunitaire HBV est aussi faible ? Qu'est-ce qui se passe et comment on peut contourner tout ça. Donc c'est fondamental que les cliniciens, que la recherche fondamentale travaillent sur des projets, des cohortes translationnelles qui nous permettent d'avoir des informations de ce type pour pouvoir avancer sur ce type de traitement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? Je suis là si vous voulez. On a quelques minutes peut-être. Déjà, il y a 3 messages pour Yazdan. Il y a Yazdan Panal, directeur de l'ANRS. Il faut qu'on travaille sur le dépistage, sur les marqueurs virologiques de guérison, sur les traitements, puisque c'est ce qui vous semble le plus important. Donc, étant donné qu'effectivement, on biopsie assez rarement les patients qui ont une hépatite B, ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte en fait, qu'on ait une cohorte de patients biopsiés pour avoir le matériel tissulaire. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faudrait travailler en fait en pratique pour favoriser la recherche translationnelle. Tout à fait. Malheureusement, pour savoir comment ces virus se comportent dans le foie, on a besoin d'un échantillon. Donc, comme je disais, la biopsie est invasive. Et je disais qu'il y a 7 techniques émergentes qui s'appellent fine needle aspirates. Donc l'aiguille est beaucoup plus fine, il n'a pas besoin d'hospitalisation, moins invasive et est en train d'être testée. Nous, on a des données très très intéressantes qui montrent comme la FNA nous donne la possibilité d'évaluer des marqueurs à la fois virologiques et immunologiques qui peuvent être corrélés de façon très très proche à ce qui se passe dans la biopsie. Et je pense que c'est absolument quelque chose à poursuivre et à proposer aux industriels, mais aussi aux médecins qui font des trials, de mettre dans leur priorité. Merci beaucoup. Juste au nom des patients, il faut absolument qu'il y ait des chercheurs, mais il faut chercher les malades, il faut que le malade lui-même devienne un chercheur, et pour ça, il faut qu'il comprenne. Quand vous avez, comme on m'a présenté, il y a encore quelqu'un qui a appelé au secours avec une charge virale à
à 6 logs et qui ne comprend pas pourquoi on ne le traite pas alors qu'il est bourré de virus, c'est hyper important. Donc l'objectif, c'est de traiter tout le monde, c'est bien, mais si on veut arriver à pouvoir faire les études et avancer, il faut absolument que les chercheurs transmettent leurs connaissances et leurs compétences aux associations de malades, qu'on puisse les repasser aux malades nous-mêmes pour les amener aux soins, pour qu'ils comprennent ce qu'on va leur faire ou pas leur faire. Sinon, on va creuser un écart et on n'arrivera pas à trouver ces patients. Tout à fait, absolument d'accord, surtout en ces moments où la communauté commence à discuter sur changer, élargir les lignes guides du traitement. Donc, est-ce qu'on traite vraiment tous les patients qu'on devrait traiter, mais peut-être pas. Donc on va en profiter pour passer... Non, on va, Ah pardon, j'ai pas vu, pardon. Une petite question pour rebondir sur ce que disait Pascal et pour aborder le problème du dépistage. C'est vrai que les patients ne comprennent pas bien l'hépatite B, c'est compliqué, les médecins pas souvent, et on est vraiment, je l'évoquais tout à l'heure, on va déployer les TROD VHB là maintenant dans toutes les associations qui font du TROD VIH ou VHC, avec des gens qui vont faire des TROD et qui ne connaissent pas l'histoire naturelle de l'hépatite B. Donc le rendu de ces TROD va être excessivement compliqué par ces professionnels qui ne sont pas toujours des professionnels de santé. Et je crois que nous, en tant qu'hépatologues, on a vraiment un rôle d'accompagnement à jouer là. Vous avez vu, vous savez tous que quand on va faire du TROD dans le milieu associatif, c'est du B qu'on va trouver. C'est des antigènes HBS positifs en masse qu'on va trouver, avec des réponses qui seront apportées aux patients, qui ne seront pas forcément adaptées, et un risque de gens qu'on va dépister et qui ne seront pas pris en charge. Je crois que là, il y a vraiment, et probablement y compris une mission de la NRS, à se dire il faut vraiment accompagner le déploiement des TROD VHB dans notre pays dans les mois à venir. Merci, tout à fait d'accord. donc préparez vos téléphones pour qu'on ne recommence pas. Donc on va passer au C. Donc vous avez 5 questions pour l'hépatite C. Donc si vous êtes prêts, je vais lancer le vote. Donc là encore, c'est les priorités sur lesquelles vous souhaitez que la NRS et que nous tous ensemble, on s'investisse pour l'année qui vient. Pardon, je lance le vote. Très bien. Donc, ce qui ressort, le premier, c'est renforcer le dépistage en identifiant les patients partiellement atteints. En deuxième, c'est le B, aller vers les populations prioritaires. Et le D, surveiller les patients après guérison, particulièrement les patients cirrhotiques. Alors c'est absolument génial parce que c'est là où ce qu'on nous demande, c'est d'être au plus près des usagers. C'est là où on n'attend pas forcément la NRS, mais on voit bien que la question de l'accès aux traitements, aujourd'hui, les traitements, on les a et c'est acquis. Il ne faut plus chercher de nouveaux traitements, il faut chercher de nouveaux malades. Et toute la discussion qu'on a portée aussi à SOS Hépatite, c'est de dire on va accepter qu'il reste combien de malades non trouvés. Quand on lui dit on ne dépistera pas tout le monde, à quel moment on va nous dire vous arrêtez maintenant? Est-ce qu'on va laisser 20 000, 30 000 personnes dans la nature? Aller au plus près des usagers, on a vu, on le disait encore, avec toutes ces techniques de TROD, qu'il faut absolument aller sur le terrain. Mais on voit bien que l'addition n'est pas bonne et qu'on met énormément de moyens et que le retour n'est pas encore probablement très positif. Donc il faut vraiment inventer des choses nouvelles. Et j'ai envie de dire que l'hépatite B, via l'hépatite B, qui est le trait d'union entre le VIH et le VHC, dans le VIH, on a énormément avancé avec les enquêtes anthropologiques. On ne l'a pas fait dans l'hépatite C, probablement que c'est un tort et qu'on ne fait pas non plus dans l'hépatite B. Il est temps qu'on se pose la question, où sont les derniers malades? Comment aller les rencontrer? Comment s'occuper de leur comorbidité? Parce que rencontrer un patient qui est comorbide, diabétique, alcoolique et atteint d'hépatite C, il faut peut-être commencer par l'alcool, pas forcément sauter dessus par l'hépatite C, ou au contraire commencer par l'hépatite C. Donc il y a vraiment quelque chose à faire du sur-mesure. Et c'est là aujourd'hui où la NRS doit venir nous aider au quotidien, c'est comment passer de ces grands dogmes qu'on a pu avoir à faire du sur-mesure au plus près des usagers. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est vrai que pour l'hépatite C, en fait, les deux grands volets, c'est vraiment le dépistage, c'est-à-dire avant le traitement et après le traitement. Et je pense qu'il faut surtout bien rappeler que sauver un patient qui a une hépatite C, c'est pas seulement le traiter, mais c'est aussi faire attention à son suivi après l'arrêt du traitement. Et on voit tous dans nos services cliniques des patients qui arrivent avec un carcinome hépatocellulaire alors qu'ils sont guéris de l'hépatite C.
On va passer à la D. Et comme Victor aime bien lancer les votes, il va relancer le vote. Donc là, pareil, vous reprenez votre téléphone, donc l'hépatite delta. Quelle priorité vous souhaitez que l'ANRS développe dans l'année qui vient? Donc c'est améliorer le dépistage, c'est développer des tests standardisés commerciaux, améliorer le diagnostic non invasif de la fibrose, traiter un plus grand nombre de patients et développer des outils d'information en langue étrangère. Donc attention, je vais lancer le vote. Donc, ce qui ressort en premier, c'est améliorer le dépistage et faire du réflexe testing. Et en deuxième, traiter un plus grand nombre de patients. C'est les deux principales choses. Donc déjà, il faut dire qu'il y a une cohorte actuellement en cours au sein de l'ANRS qui s'appelle Bullet Delta. Donc si vous êtes centre et que vous avez des patients Delta, c'est important de les inclure. Ça marche bien, je crois qu'il y a plus de 100 malades inclus, non? Je sais pas, Oui, on est à peu près à 130 patients inclus, je rappelle. Donc ce sont des inclusions qui peuvent se faire en prospectif, mais également en rétrospectif. C'est-à-dire dans vos centres, si vous avez des patients qui ont déjà commencé un traitement pour l'hépatite D, vous pouvez l'inclure même s'il a déjà commencé le traitement. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de centres, mais le nombre de centres est forcément limité pour des questions financières et logistiques. Mais n'hésitez pas même à vous rapprocher, si vous n'êtes pas centre investigateur vous-même, éventuellement à vous rapprocher pour que les patients puissent faire partie de cette cohorte, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on aura vraiment des résultats dans la vraie vie et des résultats sur la durée du traitement et sur le fait de faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire de pouvoir gérer la durée du traitement, la durée d'interféron, la durée de bulévirtide, qui faut-il traiter par interféron ou ne pas traiter par interféron. On ne pourra le savoir qu'à partir des données du Bullet Delta, qui est un moyen en fait unique au monde. Il n'y a pas d'autres cohortes de ce type-là. Voilà, alors après pour le dépistage et le réflexe testing, donc le réflexe testing, vous savez, c'est dès qu'un patient dans un laboratoire de virologie est diagnostiqué antigène HBS positif, c'est qu'immédiatement on puisse faire une sérologie du virus de l'hépatite delta et si celle-ci est positive, immédiatement un ARN du virus de l'hépatite delta. Or, cette pratique n'est pas recommandée par nos autorités. Alors c'est fait dans quelques laboratoires, dans un certain nombre de laboratoires, et ça n'est pas fait dans d'autres laboratoires. Et donc je vais vous donner ce qui se passe, par exemple à Bordeaux, qu'on va communiquer à l'ASLD. À Bordeaux, dans notre laboratoire de virologie, 50% des patients qui ont un antigène HBS positif n'ont pas eu de sérologie delta. En tout cas, elle n'est pas disponible au sein du laboratoire, parce que notre laboratoire, pour l'instant, ne faisait pas de réflexe testing. Et je sais que dans d'autres centres, dans d'autres laboratoires de virologie, systématiquement c'est fait. Et je crois que c'est notre rôle, et le rôle de l'ANRS et après des associations de malades aussi, de pousser pour qu'on puisse faire systématiquement une sérologie D, delta et un ARN du virus de l'hépatite D si on a un patient qui a un antigène HBS+. C'est comme ça qu'on améliorera le dépistage. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, vous avez parlé de traiter un plus grand nombre de patients. Donc, vous savez que jusqu'à présent, on utilisait l'interféron pegylaé, qui n'a pas l'AMM dans cette indication, mais qu'on a utilisé pendant de très nombreuses années. Et donc, vous savez donc qu'on a un médicament maintenant qui a l'AMM, qui est en attente du remboursement, qui s'appelle l'Epcludex, qui se fait en injection sous-cutanée. Donc, les indications vont être très très larges. Pour l'instant, dans le remboursement, c'est la même chose que l'ATU. Donc, c'est des patients cirrhotiques ou des patients avec fibrose avancée et une cytolyse hépatique. C'est là que je rejoins, donc on peut les traiter en utilisant les Pludex, mais c'est là que je rejoins le point C que vous n'avez pas du tout mis en prioritaire, qui est améliorer le diagnostic non invasif de la fibrose. Et vous savez qu'on a très peu de travaux, et vraiment très peu de travaux qui ont évalué la performance des méthodes non invasives, quelles qu'elles soient, sanguines ou physiques, pour le diagnostic de la fibrose hépatique au cours de l'hépatite delta. Et probablement qu'on n'aura pas les mêmes résultats qu'au cours de l'hépatite C ou de la NASH, parce que la morphologie du foie cirrhotique de l'hépatite delta est différente, un peu comme le B. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que c'est un inconvénient parce que vous allez sûrement sous-estimer la prévalence de la cirrhose dans vos populations, mais c'est un avantage parce que vous pouvez traiter un plus grand nombre de malades. Comme il n'y a pas de valeur publiée, vous pouvez dire que votre malade a une fibrose significative avec une valeur de fibrose-scan à 6, si vous pensez qu'il a une fibrose, c'est pour vous donner un exemple, puisqu'il n'y a pas de guidelines. Donc ça, c'est un avantage pour traiter un plus grand nombre de malades. Vous serez quand même dans les recommandations, dans les autorisations de remboursement. Donc voilà, mais effectivement, et puis je termine. Alors vous avez mis en troisième les outils d'information en langues étrangères, et ça serait important aussi d'avoir l'avis de SOS Hépatite. Mais notre expérience est quand même qu'on voit
beaucoup de malades étrangers qui ont une hépatite delta, que beaucoup ne parlent pas français, et qu'après leur expliquer ce que c'est que l'hépatite delta, l'hépatite B, le traitement de l'hépatite delta avec des injections tous les jours, je pense qu'on a tous la même expérience, c'est compliqué. Alors il y a des centres qui ont déjà développé beaucoup de petits documents en langues étrangères. Je crois que c'est un point très important. Juste pour répondre un peu de façon provocatrice, SOS Hépatite s'était mobilisé depuis plusieurs années sur l'hépatite delta. Ça a quelque chose de choquant de voir que l'hépatite delta prend conscience dans la communauté scientifique au moment où il y a des traitements. C'est le traitement qui fait la maladie, et la maladie n'existait pas avant. Pourquoi dépister quelque chose pour lequel on n'a pas de traitement et pour que le malade sache, nous ça nous paraît fondamental, quoi. Un malade informé, le premier traitement c'est l'information. Donc oui, là on vous rejoint complètement sur il faut l'information, mais on voit bien que du coup, comme on n'a pas fait ce job-là avant, ça va devenir très compliqué de mélanger l'hépatite B, l'hépatite delta, les modes de transmission, l'accès aux soins, et en plus avec une barrière de langue. Mais rien n'est impossible, on va s'y coller. C'est vrai que dans Bulle Delta, on a été confronté au problème de langue, donc on a fait des feuilles d'information et des feuilles de consentement dans différentes langues, dans 5 langues étrangères. Et je crois que ce qu'on pourrait faire peut-être au sein de la FEF, c'est essayer ou SOS Hépatite, c'est réunir les documents qui sont faits dans les différentes langues pour pouvoir les mettre peut-être à ce moment-là justement sur le site de la FEF et sur le site de SOS Hépatite pour que tout le monde puisse en disposer. Je pense que ça serait important. On est souvent gêné quand on voit un patient avec lequel on a du mal à communiquer. Ça serait peut-être une bonne idée. Donc ça, c'est vraiment un côté pratique. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Victor. Les conditions de remboursement sont actuellement basées sur le FibroScan, qui est un score qu'on sait non fiable dans l'hépatite D, et ça, c'est quand même très, très gênant. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez d'autres priorités qu'on n'a pas notées dans les diapositives, des choses que vous voudriez voir développées? Est-ce que vous avez des idées de projets pour lesquels il pourrait y avoir une facilitation par les liens entre la FEF et la NRS? Moi, je peux poser une question à vous ou à l'Assemblée. Moi, j'ai l'impression, à Bordeaux, je trouve que là, on a de moins en moins d'hépatite C. On démarre de moins en moins de traitements. C'est devenu, là, ça a vraiment, et ça n'a rien à voir, je pense, avec l'épidémie, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous avez cette impression actuellement, mais nous, on a vraiment chuté en initiation de traitement, là, depuis quelques mois. Et est-ce que c'est pareil partout? Est-ce que c'est un effet, est-ce qu'on n'a plus les malades dépistés à Bordeaux et qu'il faut qu'on relance notre machine? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez cette impression ou pas? Je crois que c'est une Allez-y, impression. Moi, je me pose la question parce que Juliette Fouché n'a plus rien à faire. Alors, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je la reconvertisse en autre chose. On va lui trouver quelque chose pour s'occuper. Mais Georges, voilà. Dis-moi si c'est différent à Montpellier. Non, pas pareil à Montpellier, mais la même chose. Mais je voulais revenir à la question que posait Hélène sur ANRS. Alors, je vais essayer de le formuler sans faire d'impair. La NRS, elle a une immense expertise dans la prise en charge de ces maladies dans les pays du Sud. Et pour reprendre ce que disait Pascal, ça a commencé par une appréciation socio-anthropologique de ce qu'étaient ces maladies dans les pays du Sud. Si on regarde les populations dont on vient de parler, le B et le delta, où sont-ils? XAPA, CARUD, des communautés et parfois de la prise en charge communautaire. Soigner le premier géorgien, le premier patient de Mongolie, le delta, c'est tout d'un coup découvrir l'ensemble d'une communauté. Et donc là, il y a ce travail-là à faire. Alors, ne pas se méprendre, on ne va pas dire ça y est, la France est un pays du Sud, c'est pas du tout ça. C'est comment on va utiliser l'expertise acquise par la NRS, qui a fait pas simplement du thérapeutique, mais du socio-anthropologique, pour accéder au dépistage de ces populations singulières aujourd'hui, qui ne sont pas de la population générale, qui sont vraiment des populations ciblées. Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir avec la NRS sur une aide qu'ils doivent nous apporter parce qu'ils savent faire. Ah oui, c'est effectivement une très bonne idée. Tout ce qui a été fait dans le Sud peut servir au Nord, en particulier pour ces patients-là, et en particulier dans les communautés, c'est tout à fait vrai. Juste dire qu'un magnifique exemple de ce partage-là, ça a été les états généraux de l'hépatite B, initialisés à la demande des patients, de dire où on en est, ça part dans tous les sens et on ne comprend rien. Et on a mis autour de la table la NRS, la FEF, des cliniciens, des gens du monde du
sociale, mais aussi des malades. Et on a réussi tous ensemble à fournir un document de travail et on retrouve tout ce qu'on a dit là, quoi. Et donc je pense que ces temps de rencontres-là, c'est probablement ça qui va réussir. Nous, aujourd'hui, c'est un plaidoyer qu'on va porter, qui, j'espère, va faire bouger les lignes dans l'accès aux soins et dans l'accès à la connaissance. Je vais finir parce que là il est 12h30, donc on est à la fin de ce symposium. Je vais finir en remerciant tous les participants d'être venus aujourd'hui et à vous d'être restés, de votre participation. Et puis renouveler de la part de l'ANRS cette volonté d'être peut-être plus impliqué dans l'AFEF pour essayer d'augmenter en fait la recherche translationnelle et pour essayer d'augmenter les liens entre cliniciens et la recherche fondamentale, parce que finalement, quand on parle avec les uns et les autres, on a tous de bonnes idées, mais ce qui manque quelquefois, c'est la communication. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées de projets, des remarques, je pense qu'il faut vraiment les faire remonter à la NRS, à la FEF, pour qu'on puisse améliorer cette recherche. Et je vous remercie.